Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre studio, on a Madame Honorable PPC Ogoli Gende et on a Ares Kenge, et ils viennent nous faire le point sur la conférence débat organisée le vendredi 30 mai qui avait pour thème leadership et participation des femmes à la vie politique, enjeux, défis et perspectives face aux prochaines échéances électorales. Elles sont avec nous dans le studio. Madame Ogoli Gende, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et Madame Kenge, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Madame Ogoli Gende, vous êtes déjà connue dans le monde associatif. Oui. Vous œuvrez beaucoup dans ce domaine. Effectivement. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est d'abord de se dire que toute personne peut apporter quelque chose à la construction d'une nation et d'un monde plus juste et vraiment plus équitable. C'est vraiment parce que je suis issue d'une famille modeste et j'ai pu gravir les échelons de la société à travers mon engagement, et j'ai vraiment cette soif de partager cette expérience pour permettre que nous vivions dans un monde vraiment plus juste, comme je le disais. D'accord. Alors, vous avez organisé une conférence débat ce vendredi 30 mai. C'était le leadership et participation des femmes à la vie politique. Vous pensez que les femmes ne sont pas assez actives? Non, pas qu'elles ne sont pas assez actives. Je vais déjà préciser que c'est la plateforme Challenge Démocratie au Féminin avec les autres réseaux des femmes qui ont eu cette initiative, et nous avons été accompagnés, soutenus par le PNUD pour nous permettre en fait déjà de faire le point sur les acquis. Pas qu'elles ne sont pas assez actives, mais nous avons eu des avancées sur le plan juridique. Donc c'était important de le rappeler, et nous avons joué un rôle important durant la transition et également durant l'élection présidentielle. Maintenant que nous allons passer aux élections locales et législatives, nous voulons accroître en fait le nombre de femmes. Donc vous voulez inciter les femmes... Voilà, davantage de femmes à s'intéresser à la politique, à s'engager, à participer aux élections pour pouvoir traduire en actes tous ces acquis. Et c'est quel argumentaire que vous mettez en avant? Déjà la Constitution qui a acté, la nouvelle Constitution de 2024 qui a acté dans son article 6 et 15, dans ses articles 6 et 15, l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux. Donc ça veut dire qu'on veut qu'il y ait cette égalité en termes de droits pour les hommes et pour les femmes. Et nous pensons que pour atteindre cet objectif, nous avons aussi le code électoral qui a prévu le quota minimum de 30% des femmes sur les listes au local notamment. Et nous avons également une loi sur les quotas. Donc pour traduire en acte tout cela, il faudrait que les femmes elles-mêmes aussi soient engagées, pour qu'on ne dise pas qu'on a donné des opportunités et qu'elles ne les ont pas saisies. Mais nous savons que c'est une matière assez complexe. Donc nous avons eu l'apport de nos aînés qui ont commencé dans le monde politique et qui ont partagé vraiment leur expérience. Donc nous voulons avoir davantage de femmes et nous voulons aussi influencer le processus des réformes. Nous l'avons fait durant la transition, et là nous sommes sur la révision de la loi sur les partis politiques. Nous pensons que la politique commence dans les partis. Donc la structuration des partis doit tenir compte également de la présence des femmes dans les instances décisionnelles et également sur les listes électorales. Et quels sont selon vous, les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder aux postes de décision politique? Il y en a beaucoup. Je disais que sur le plan du cadre normatif, nous avons eu des avancées, mais il y a encore des pesanteurs socioculturels. Il y en a qui pensent que c'est une arène qui est destinée aux hommes, parce que c'est comme ça que la politique a été pensée. Lorsqu'elle a été pensée, on n'avait pas prévu que les femmes y seraient. Il y a également des obstacles économiques. Les femmes n'ont pas de l'argent. La politique demande beaucoup d'argent, et le fait que les femmes soient confrontées aux questions de pauvreté, aux problèmes d'autonomisation économique, elles n'ont pas souvent les fonds
nécessaires. Et il y a également le manque d'éducation, hein, pas forcément scolaire. Il y en a qui ont fait des études, mais qui n'ont pas de connaissances sur la politique. Et les freins personnels aussi, le plafond de verre. On dit que c'est une arène violente. Et les femmes ont peur. Mais vous avez fait l'expérience de la politique, vous en pensez quoi? Non, moi je pense que j'étais vous aussi êtes honorable. J'étais aussi comme les autres. Voilà pourquoi pendant près d'une trentaine d'années, j'étais dans le milieu associatif et je peux vous dire que je le regrette. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. Vous aurez voulu être dans le milieu politique. Voilà, j'aurais dû prendre mon courage et intégrer la sphère politique. Parce qu'à l'époque, c'était pas la blague. Voilà, parce que c'est là-bas qu'on décide. C'est au Parlement que les lois passent. On peut faire des propositions de loi. On peut vraiment influencer parce que nous ne voulons pas, plus dans cette 5e République, être des femmes. Nous ne voulons plus être des femmes qui se plaignent. Nous voulons agir. Et pour agir, il faut connaître. Pour agir, il faut s'engager. Et je crois que beaucoup de femmes l'ont compris parce que nous étions près de 200 femmes. Hein. Elles ont été invitées à peine 2 jours. Avant, mais elles étaient là et je vous assure que les échanges ont été vraiment fructueux. Et les témoignages de nos aînés ont montré que c'est comme tous les secteurs, il faut apprendre, il faut oser, il faut s'engager et il faut accepter de payer le prix. Voilà, et qu'est-ce qui caractérise un bon leadership féminin en politique? Je pense qu'un bon leadership féminin, c'est d'abord d'avoir une culture du leadership transformationnel. Les hommes exercent davantage le leadership transactionnel. Ça veut dire qu'ils sont là pour les intérêts, pour le pouvoir et les intérêts. Mais les femmes... donc les femmes, de fond, ne viennent pas pour le pouvoir et les intérêts? Non. Oh, madame Ogoléguéné, il ne faut pas dire ça. Ça, je ne peux pas, croire ça. Les femmes, grâce à leur féminité, grâce à leur rôle aussi dans la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, sont beaucoup plus orientées vers le leadership transformationnel. Ça veut dire qu'elles acceptent elles-mêmes d'abord d'être transformées et d'impacter la société, d'apporter des changements. Souvent, elles y vont avec la vision de transformer leur environnement et de transformer leur nation. Vous verrez que les hommes, c'est un peu... c'est le pouvoir pour le pouvoir, avec les attributs du pouvoir. Mais la femme, c'est la mère. Et est-ce que dans le pouvoir, là-bas, il y a la mère oui. Là-bas, c'est la politique? Oui, même si c'est la politique, mais quelle est la vision? Parce que lorsqu'on s'engage en politique, on s'engage pour une vision. On s'engage pour transformer. Vous voyez, le président s'est engagé pour le septennat. Il nous a partagé un projet de société, mais ce projet de société doit être mis en œuvre. Mais vous verrez que pour la plupart des hommes, c'est comment je me maintiens. Vous voyez, parfois les besoins prioritaires des populations, parfois cette proximité n'est pas dans le but. Sinon, nous ne serions pas là. Vous imaginez, 56 ans, nous avons eu des hommes de pouvoir de renom. Mais quel est l'état vraiment de notre pays quand vous allez dans les quartiers, quand vous allez dans les villages? Et je pense que les femmes peuvent apporter de la valeur ajoutée. Parce que dans les foyers, dans les maisons, c'est ce qu'elles font déjà. Comment... permettre à la famille parfois de survivre avec très peu de ressources. Hormis vous, est-ce qu'il y a des exemples inspirants de femmes leaders qui ont été évoqués lors de la conférence? Oui, il y en a beaucoup. Nous avons eu Madame Maganga Moussavou, Albertine, Madame Elige Mengwa, Rosemary, Madame Angéline Goma, Madame Nzebi Tege, Madame... Berthe Bokoko. Mais non, nous avons eu vraiment une brochette de femmes vraiment inspirantes et nous avons eu aussi les bonnes pratiques qui nous ont été partagées par le PNUD en faisant du benchmarking en Afrique pour voir comment dans les autres pays les femmes ont pu se hisser au sommet en fait du pouvoir, parce que c'est de ça dont il s'agit. Mais on nous a aussi souvent fait peur en disant que le pouvoir, c'est quelque chose de mystérieux, de mystique. Non, moi, je suis à l'Assemblée nationale depuis 2 ans grâce au président de la République, anciennement président de la transition. Et je me rends compte que c'est un espace... normal. Oui, normal. Où chacun peut faire ce qu'il veut. Où chacun peut apporter vraiment sa contribution. Mais effectivement, il faut être formé parce que...
on dit c'est un milieu de pouvoir. Donc, lorsque vous levez la main, en général, quand vous êtes une femme, les gens se demandent qu'est-ce que vous allez raconter et tout ça. Non, nous ne voulons plus avoir ce type de regard. Mais je pense que le président de la République, depuis la transition, a donné l'opportunité aux femmes, et les réformes également qui s'en sont suivies ont montré qu'il y a une volonté d'impliquer les femmes dans la gouvernance en termes d'inclusion. Et c'est maintenant aux femmes de se préparer, de s'organiser, voilà, de se prendre en main pour saisir vraiment cette opportunité. Madame Ares Kenge, vous étiez panéliste. Vous avez abordé quelle thématique? Alors, tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Ares Kenge, présidente de l'association des filles mères du Gabon. Je me bats pour les droits et l'autonomisation des jeunes filles mères et future candidate aux élections locales pour le compte du 6e arrondissement de Libreville. Alors, moi, j'étais panéliste et j'ai évoqué le fait de la participation, déjà mon expérience dans un premier temps sur le monde associatif tant que politique. Et j'ai aussi énuméré ma participation aux futures élections, notamment celle des jeunes, des femmes. Lorsqu'on parle de femmes, on oublie qu'il y a des jeunes femmes. Et donc, j'ai posé ma position par rapport au fait de représenter la jeunesse gabonaise. D'accord. Et les échéances électorales, ça a été déjà défini en septembre. Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est chaud, hein? Oui. Ah, oui, je suis prête. Et j'attends le soutien de tous ceux et celles qui souhaitent m'accompagner dans ce sens. Il faut d'abord avoir ton propre soutien toi-même. Parce que la politique, c'est quelque chose de violent. La vie, elle est violente. Tout à fait. Il n'y a pas que la politique. Si on veut réussir même sa propre vie, même son couple, même l'éducation de ses enfants, tout est violent. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire ça pendant de l'an. Non. Là, vraiment, les femmes sont vraiment engagées. Elles étaient nombreuses à la conférence? Absolument. Oui, près de 200. Il y avait beaucoup de questions? Oui, et vraiment des questions pertinentes. Pas des questions dans le sens d'organiser en fait et structurer la participation des femmes, les réseaux, comment les réseaux peuvent se mettre en place, comment on peut partager les bonnes pratiques, comment on envisage de mettre en place un programme de mentorat politique, bien ça. Pour que celles qui sont déjà dans l'arène depuis longtemps puissent vraiment accompagner celles qui ambitionnent. Et vraiment, j'ai été très, très, très satisfaite déjà de la participation massive des femmes, et surtout la soif vraiment d'apprendre, parce que nous sommes restés jusqu'à plus de 20 heures, près de 21 heures. Vous voyez, après les communications, nous avons eu le panel de ces femmes inspirantes. Ensuite, nous avons eu des ateliers pour définir une feuille de route. Donc, nous avons un plan d'action que nous allons dérouler jusqu'aux futurs voilà, et nous allons continuer à faire du plaidoyer auprès des gouvernants. Je voudrais aussi saluer l'ouverture du gouvernement qui prend en compte vraiment cette nécessité d'inclusion, parce que c'est une question de développement. On a un potentiel, on a une ressource qui est inexploitée, alors que nous avons des défis en matière de développement. Si on a résolu les problèmes des femmes, les femmes représentent plus de 50% de la population. Ça veut dire que si on apporte des réponses aux problèmes des femmes, on a résolu les questions de développement. Donc, c'est important de le comprendre, et nous voyons que les lignes bougent, parce que au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais nous voulons désormais que les textes soient appliqués. Nous avons des conventions internationales ratifiées, telles que la CEDEF, la résolution 1325 qu'on a adoptée. Nous avons au niveau national des textes, comme on a dit, la Constitution, qui est la loi mère, qui parle de l'égal accès. Il faut qu'on traduise, il faut qu'on vive. Oui, il parle de l'égal accès, mais il donne quand même un pourcentage. 30%. Oui, 30%. C'est le pas quota peu pour minimum. C'est peu, justement. Est-ce qu'il n'aurait même pas fallu mettre un quota? Normalement, c'était la parité. Vous savez, on a parlé des pesanteurs socioculturels. Même pour ces 30%-là, il y a des hommes qui pensent que non. C'est trop. Voilà, c'est trop faire la part belle aux femmes. Donc, c'est, comme on dit, step by step, étape par étape. On a dit quota minimum. Mais nous comptons vraiment sur le président pour qu'à la fin de ce septennat, nous soyons à 50%. Parce que nous sommes à 10 ans de la décennie. La décennie, ce n'était pas un slogan, c'était un plan d'action, c'était un document stratégique pour corriger vraiment les discriminations. Il faut savoir que
Ce plan d'autonomisation a été financé par l'argent du contribuable et les partenaires techniques et financiers. Et à 10 ans aujourd'hui, en 2025, nous devons évaluer. La participation politique faisait partie également des axes. Donc, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que véritablement nous avons fait des progrès? Quand on voit la structuration des partis politiques, pas vraiment. Parce que les partis politiques sont en majorité portés par des hommes. Et même dans les structures, dans la structure dirigeante, il n'y a quasiment pas de femmes. Il y a un département des femmes et tout. Non, vraiment, elles doivent être à la décision. Cette décision, comme on a dit, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi la politique? On dit c'est la gestion de la cité. C'est vraiment ça. C'est pas pour se dire qu'on est, c'est moi qui suis ceci. Non, l'idée, c'est d'être au service vraiment du peuple. À partir de ce moment, on doit travailler avec toutes les forces et toutes les intelligences en place. Donc, c'est vraiment important que tout le monde prenne conscience. D'ici les échéances qui arrivent en septembre et à la fin de votre conférence, quelles sont les étapes que vous allez mettre en place? Quelles sont les structures que vous allez mettre en place pour encadrer les femmes? Déjà, nous ambitionnons de créer une plateforme qui devrait être dénommée Cause commune, qui serait nationale, parce que le travail ne se fera pas qu'à Libreville. Donc, nous envisageons faire le tour du Gabon pour aller susciter, pour aller identifier, donc avoir une cartographie des potentielles candidates. Nous envisageons de mettre en place ce programme de mentorat politique. Nous envisageons de faire une campagne de plaidoyer auprès du président de la République, son épouse, ainsi que tous les autres membres du gouvernement, toutes les institutions qui peuvent soutenir vraiment cette inclusion. Nous envisageons aussi de travailler sur la question du financement. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment vous allez faire pour trouver les financements? Nous allons envisager, il y a des méthodes de fundraising, donc des campagnes de mobilisation de fonds. Nous allons lancer pour voir si on peut avoir des mécènes qui peuvent soutenir. Et nous-mêmes également, nous allons nous organiser. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons marquer notre présence. Nous allons accompagner, nous allons booster celles qui ont déjà décidé de s'engager, mais également susciter cet engagement auprès de celles qui hésitent encore, parce qu'il y en a beaucoup, mais qui hésitent. Donc, c'est un travail de longue haleine et nous allons aussi travailler avec les hommes. Parce qu'on parle de masculinité positive. Il faut que les hommes comprennent que ce n'est pas un combat qui est mené contre eux, mais c'est tout simplement une question de droits humains, une question de justice sociale, et que c'est dans leur intérêt, parce que là où les femmes sont prospères, les sociétés où les femmes sont prospères, la société en elle-même, elle est vraiment prospère, parce que lorsque les femmes ne disposent pas de ressources, elles sont les plus pauvres, elles sont marginalisées et elles perpétuent justement la pauvreté. Vous voyez, une femme qui n'a pas de ressources, et on sort de la fête des mères, j'ai pu faire certains quartiers, vous rencontrez des femmes qui ont 10, 15, 13 enfants et qui n'ont pas de ressources. Mais c'est carrément l'avenir du pays qui est menacé, parce que tous ces enfants n'auront pas d'avenir. Ils ne vont pas à l'école, ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à vivre dans des conditions décentes. Donc, si nous voulons bâtir une société stable sur le long terme, nous devons prendre en compte vraiment ces femmes et permettre aux femmes de jouer leur partition. Vous avez parlé de l'identification de potentiels candidats. Est-ce que vous vous rassurez de la compréhension approfondie du processus électoral pour ces femmes? C'est le programme de mentorat politique à ce volet de formation pour partager le cadre. Vous savez, c'est une grande dame politique en France qui a dit pourquoi on demande autant d'exigences aux femmes. C'est tout ça qui fait que les femmes, justement, se limitent. Nous allons leur apporter. Mais il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais lu le code électoral, qui ne connaissent pas la Constitution. Mais tout simplement... Mais ils ont juste le courage d'aller en politique. Ils ont juste le courage d'y aller. Donc, nous, on voudrait que les femmes au moins qu'elles mettent d'abord le pied à l'étrier. Et puis, le reste va venir. Voilà, elles vont s'intéresser, elles vont comprendre que si je suis au conseil départemental, je dois quand même connaître ce que la loi dit sur la décentralisation. Nous allons les former, mais ça ne doit pas être un objet de blocage. On sait que l'éducation et la formation vont être des piliers, mais il faut d'abord se dire, moi je voudrais... Nous sommes dans la 5e République, donc on suppose qu'on repart à zéro. Et dans ce nouveau départ,
il n'y a pas de raison, et je pense que le président de la République insiste sur l'inclusion. Mais l'inclusion, c'est que chacun, à son niveau, va se dire, voilà ce que moi je peux apporter. Si c'est en politique, je pense que les femmes ne doivent pas hésiter, parce que ce qu'elles font déjà dans leur maison, c'est vraiment une forme de politique. Comment gérer le gouvernement familial avec très peu de ressources, et je pense que cette expertise peut être utile dans la gouvernance du pays. Merci Madame Pépessi Ogoli-Guindé qui était accompagnée de Madame Ares Kenge pour nous faire le point sur la conférence débat qui a été organisée le 30 mai qui avait pour thème leadership et participation des femmes à la vie politique, enjeux, défis et perspectives face aux prochaines échéances électorales. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous avez passé une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci infiniment. Merci et encore félicitations pour votre travail remarquable. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.